Chers amis de Média Cernia, une nouvelle émission qui aura pour thème libre propos autour de la justice. Alors j'ai autour du micro deux membres des VPF, une association dont vous pouvez aller sur internet, regarder VPF et même éventuellement si cette association vous plaît vous inscrire. Une association qui défend les valeurs de notre pays, qui est, entre autres, comme figure emblématique, il y a quelque temps, mais il est mort, Yvan Blot, et maintenant le général Martinez. Alors, essayez de vous présenter très rapidement, monsieur. Oui, je suis François Persurier, je suis responsable responsable départemental, avec Dominique d'ailleurs, qui est à côté de moi, des VPF pour Paris, pour la ville de Paris. Et vous vous intéressez aussi, je crois, beaucoup aux questions de désinformation. Oui, un petit peu de désinformation et de réinformation, sachant que, évidemment, la désinformation n'est pas la réinformation n'est pas une désinformation en sens contraire, comme disait Joseph de Maistre, mais le contraire de la désinformation. Et... Tâche ardue et difficile. Oui, oui. Car comment démêler, parce que bon, il y a plein de médias alternatifs. Ce qu'il y a de vrai, de crédible, de faux, de manipulation. Oui, il y a ce que certains appellent la nouvelle conscience politique, par exemple, je pense à Maître Abosi, pour ne pas le citer, qui considère que c'est un moyen évidemment très important de changer la nouvelle opinion publique, je crois qu'il appelle ça, de transformer l'opinion publique justement dans un sens moins manipulé par disons la superclasse mondiale, on dira. Donc, libre propos autour de la justice. Donc, ça va être une discussion bâton rompu. On abordera différents thèmes. Et peut-être on pourrait commencer par une citation d'un de nos grands anciens. Oui, s'il en est, un génie français qui s'appelle Blaise Pascal, et qui disait ils n'ont pas pu, comme ils n'ont pas pu fortifier la justice, ils ont justifié la force. Et voilà, ça c'est peut-être le thème autour duquel on peut commencer certains sujets. On peut penser aussi à une phrase de Mitterrand. Certainement. Où il parlait de l'injustice, je ne rappelle plus exactement la phrase, mais ça allait un peu dans le même sens. Disons, c'était dans les mêmes veines. Oui. Voilà, alors il y a énormément d'événements tous les jours. On insiste, et on est un petit peu scandalisé de voir que les traitements réservés à certains ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont réservés à d'autres, et que par conséquent l'idée même de justice est bafouée et disparaît complètement, n'a plus aucun sens. Selon que vous serez faible ou puissant, déjà La Fontaine le disait. Alors prenons quelques exemples. Oui, alors évidemment il y a l'exemple tout récent de la condamnation à 6 mois de prison ferme de 3 membres de l'organisation Génération Identitaire qui ont été condamnés alors qu'ils n'avaient pas commis aucune infraction à la loi, pour avoir simplement rappelé au gouvernement qu'il avait un devoir de contrôler les frontières. Alors quelle était la base juridique de leur condamnation? C'est très compliqué, ça. Ils sont allés chercher je ne sais quoi, de substitution de la force publique. Parce que leur habillement pouvait faire croire de loin à des membres des forces de l'ordre. Même pas, oui, ils étaient habillés en bleu, mais... C'était substitution en effet de la force publique. Or, théoriquement, d'après le droit... C'est exactement le même délit qu'a commis Benalla d'ailleurs. Ah oui. Ce ne sont pas les mêmes peines. Oui. Alors que d'après les principes juridiques issus de la Révolution française, tout citoyen, s'il doit commettre une infraction, doit intervenir. C'est
un peu plus... Ah oui, oui, c'est vrai. C'est un peu plus compliqué. Oui, mais le principe général, c'était ça. La légitime défense peut s'appliquer à la protection des autres. Il y a quand même des conditions de plus en plus restrictives, puisqu'on sait aujourd'hui d'ailleurs que la légitime défense n'est pratiquement jamais retenue. J'en veux pour hier la condamnation de cette personne qui est intervenue pour empêcher un vol, qui a frappé les voleurs, qui ont été portés plainte, et il a pris 6 mois de prison ferme. Oui, il y a de nombreux cas de bijoutiers, de commerçants. C'est extrêmement difficile, même si la morale et la loi autorisent à intervenir, on peut dire que plus la justice est faible, plus moins, et la police aussi, moins ils veulent qu'on intervienne à leur place. Oui, c'est curieux, en effet. Il y avait d'ailleurs à ce propos, mais ça c'est un petit peu à côté, mais une phrase de Tacite qui disait en latin corruptissima republica plurime lege, c'est-à-dire plus la République est plus corrompue et plus les lois sont nombreuses. Mais c'est un signe de décadence de toute société. On n'a qu'à voir la fin de l'Égypte pharaonique, pléthore de l'administration, des lois. Bon, et on peut dire aussi que plus les forces paramilitaires dans un État augmentent, moins la sécurité est assurée. Mais enfin. C'est aussi l'effondrement de l'Empire romain. Eh oui. Ouais. De toute façon, quand l'État abandonne ses fonctions régaliennes, justice, police et armée, on appelle ça un État failli. Et ça se transforme en guerre civile. On sait, on parle en effet, à la fin de l'Empire romain, mais même à partir du IIIe siècle, l'essentiel de la force publique est appliqué par les barbares qui ont été engagés dans l'armée. Comme supplétifs. Comme supplétifs, puisque les Romains eux-mêmes ne voulaient plus le faire. Il n'y avait pas seulement la fonction militaire, mais aussi la fonction d'ordre public. D'ordre maintien de l'ordre, voilà. Sauf les fonctions peut-être de jugement et de choses comme ça, mais qui de toute façon, une fois qu'ils ont eu la force pour eux, la justice, c'est eux qui la rendaient aussi. Oui, alors donc on est surpris de constater donc la sévérité des peines infligées par exemple aux identitaires, et de voir que pour reprendre le cas de Benalla, un quasi c'est l'absence de même d'enquête, puisqu'on n'a pas retrouvé son coffre, on n'a pas cherché. Et même l'accusation de départ, c'est d'avoir endossé de manière indue l'uniforme policier. Oui, pour la même infraction en quelque sorte. En plus avec coup de blessure là par contre. Je pense que ça va aller en s'aggravant. Quand j'étais en études de droit, j'avais un prof absolument remarquable, de droit civil et d'histoire. Il avait fait une aparté assez longue là-dessus sur le comportement des juges selon le pouvoir. Il a fait remarquer qu'ils étaient très à cheval sur leur statut, sur leur corporation, leur prérogative, très attachés à leurs prérogatives, mais que par contre, les grands principes qu'ils clamaient en permanence, ils étaient prêts à les abandonner très vite. Il citait un film de Costa Gavras, oublié aujourd'hui, qui était Section spéciale. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne sais pas. C'était les sections spéciales, c'est un tribunal spécial qui a été instauré pendant l'occupation, chargé de juger les résistants, les gens qui avaient été arrêtés de manière extrêmement expéditive. Et bon, ce film raconte ça et montre très bien le comportement des juges qui ont accepté de faire ça, et qui n'ont d'ailleurs pas été poursuivis à la Libération. Mais non seulement ça, beaucoup des juges de la Libération étaient des juges du précédent régime. Il y a aussi le cas de la juridiction de Nuremberg. Oui. Et ensuite, peut-être ce qui a aggravé, disons, la servilité corporatiste des magistrats, c'est l'empilement des droits. Avec des lois supranationales qui sont livrées quasiment à la libre interprétation des juges. L'effet de forêt des lois est plein de beaux morts. Ça peut même s'appliquer au Conseil constitutionnel parfois, mais... Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Dont les membres ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Certains. Mais empilement de lois et empilement de juridictions, parce que
on a la juridiction française, et puis il y a la juridiction européenne. La Cour européenne des droits de l'homme. Écoutez, il y a eu un cas qui a fait rire il y a quelque temps. La marine française arraisonne et capture des pirates. Et le temps de les transférer en France et de les présenter devant un juge, mais le délai était passé, donc la France était condamnée à une amende parce qu'elle n'avait pas respecté les droits de l'homme. Il me vient aussi une autre affaire un peu à l'esprit, c'est la fameuse affaire de l'AFO, où les gens ont été arrêtés soi-disant qu'ils préparaient un attentat. Alors, quand on a entendu à la radio, on avait trouvé un arsenal chez eux, et ils ont cité l'arsenal, un fusil de chasse et 2 pistolets à poudre noire. Bon, je veux bien, et détenu légalement. Je ne sais plus combien de personnes ont été arrêtées, 3 ou 4. Je sais qu'il y a une personne qui est toujours en prison, sans motif d'inculpation, ni de jugement, ni quoi que ce soit. Ça fait quand même un an, c'est quand même assez extraordinaire. En préventive. Et il y a aussi la question donc, des attentats quotidiens, dont on voit. Ils sont tous avec une épidémie de déséquilibrisme, ça. De déséquilibré. Oui, on l'a constaté, hein, ils ont beaucoup de mal à s'équilibrer. Oui, et ce qui est surtout admirable à constater, l'attitude des journalistes, des médias. Bon, il y a un député, je crois, ou 2 LR et un du Front National qui a, à propos de ce cas malheureux, évoqué qu'il s'agissait d'un immigré, que ça posait quand même des questions. Tout de suite, ils sont tombés à bras raccourcis sur ces 2 galeux, de manière que l'opinion publique, un jour ou l'autre, finira par, à force de répéter les phrases, il reste quelque chose. Il y a une inversion totale des valeurs. Inversion totale des valeurs dans tous les domaines. Je suis d'accord là-dessus. C'est même c'est quelque chose d'un point de vue, on parlait tout à l'heure d'effondrement des civilisations, mais dès lors qu'on inverse totalement le socle d'une civilisation, tous les principes, toute la pensée qui a guidé cette civilisation, elle s'effondre. Elle s'effondre. Ça peut être dans la violence ou non-violence. J'ai un seul exemple, non-violence, c'est l'effondrement de l'URSS. Mais sinon, tout changement de paradigme entraîne l'effondrement. Or, on est en pleine inversion des valeurs. Tout ce qui était vrai avant est devenu faux aujourd'hui. Tout à fait. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Là aussi, ça me fait penser à une phrase de Georges Bernanos qui disait « La chrétienté a fait l'Europe, la chrétienté est morte, l'Europe va crever, quoi de plus simple ?» Et oui, et là aussi, Bernanos, par certains côtés, est un prophète. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'on a basculé. Qu'est-ce qui reste du christianisme? Pas grand-chose. Quelques églises qui sont les vestiges d'un passé qu'on aimerait bien oublier. On ne sait plus trop quoi en faire. Salle de concert, musée. Éventuellement, on en fait une maison commune. On a entendu un ministre dire ça. Donc, on a complètement perdu. Et on voit très bien en France, il y avait Guilly qui avait fait la France périphérique, qui était presque annonciateur, prophétique de ce qui allait se passer après avec les Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on a un archipel en France. Je ne sais pas, je suis trop jeune, mais il y a 70 ans ou 80 ans, on parcourait la France, on entendait différents patois, différentes coutumes, on voyait différentes coutumes. Aujourd'hui, si on fait un tour de France, à part les paysages, tout est pareil. Un monde de laideur. Oui, c'est la bétonisation, un monde de laideur contre laquelle s'élève quelqu'un comme Renaud Camus, par exemple. La laideur est au premier plan, elle gagne, elle ronge, elle progresse. Alors c'est justement cette perte... Mais la justice, puisqu'on parle
parle de ça en libre propos, il me vient à l'esprit une phrase qui m'avait choqué, mais que je trouvais très cohérente, du sénateur Michel, lors du vote du Pax. Qu'est-ce qu'il disait? Que la justice, c'est un rapport de force à un moment donné de l'histoire. Bon, très bien. Donc une vision purement positiviste du droit, et on est très loin des réflexions, par exemple, d'un Cicéron sur ce qu'est le juste et l'injuste. Et je pense que notre société n'est plus capable de réfléchir sur ces notions. Hein. Ce qui est juste, c'est ce qui correspond à mon désir immédiat qui doit être satisfait. Donc ça ne nuit pas à mon voisin immédiat. Voilà. Et il me semble qu'une des belles illustrations est le projet de loi sur la PMA-GPA. Tout à fait. Ce qui est amusant, c'est qu'on arrive à faire passer ça avec un seul argument, qui est le principe d'égalité. N'importe quel individu peut se dénommer père ou mère, enfin, d'un enfant, quelle que soit la façon dont... Oui, dont mais est-ce que c'est vraiment si éloigné? Ça choque. Mais est-ce que c'est vraiment si éloigné de la devise républicaine? Regardez, Cambacérès, qui était un excellent juriste, le Code civil, on lit ses articles sur le mariage, il dira c'est le plus sain des contrats. Mais ce n'est qu'un contrat. Donc c'est la première étape. Après le divorce, après le Pax, et après les différentes possibilités, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de limite. Bon. Quant à l'égalité, c'est une notion abstraite. Très abstraite. Bon. Donc, liberté, égalité, fraternité, c'est pas plus français qu'italien, que chinois, que papou. Donc, qui se réclame de l'égalité, à la limite, pourquoi pas? Ah oui. Mais ça pose de graves problèmes, parce que c'est le désir immédiat qui doit être satisfait. Alors, laissons de côté l'aspect... la sécurité sociale qui va rembourser, est-ce que c'est une maladie ou non? Bon, à la limite, c'est de l'accessoire. Mais on va vous dire froidement, tel enfant, mais il a 2 mères. Et malheur à celui qui pourra rire, qui rirait. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui dirait qu'il appelle mère 1 et mère 2, mais ça n'est pas très élégant. Oui. Mais, alors, moi, je suggère, par exemple, en cas de divorce de 2 mères, de rétablir Salomon. Oui, mais enfin, ça c'est un peu de la plaisanterie. Oui, c'est un peu de la plaisanterie. Mais concrètement, quelle est derrière ces notions qui vont entrer dans le droit? C'est une société d'individus abstraits, non enracinés, interchangeables et fils de personne. L'idéal, on n'y est pas encore tout à fait, mais que tel adolescent voudra devenir une femme, après transgenre, après rechanger, et pourquoi pas? Le désir immédiat. On voit que cette société a certains tabous, par exemple, on a vu lors de cet incident malheureux à Villeurbanne, quand il y a quelques politiques qui sont élevés en s'interrogeant sur les bien fondés de la politique migratoire et de son suivi, de son application, c'est eux qui avaient tort. On les a assimilés aux plus répugnants, réactionnaires ou même pire. Demain, vous n'approuvez pas le mariage pour tous et la PMA-GPA, mais vous serez un homme monstrueux. Et dans la logique, mais vos enfants pourront vous dénoncer. C'est comme ça qu'on contrôle une société. C'est très... Je dirais que plus un État, ou plus même une société s'affaiblit, plus elle cherche à contrôler. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle y arrive. Moi, dans mon entreprise, je constate qu'on a un contrôle de plus en plus serré, mais en fait, ils ne contrôlent rien. C'est une tâche gigantesque de contrôler tout. Donc, en fait,
En effet, c'est interdit de parler, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais c'est une obsession qui mène nulle part en fait. On aboutit à quelque chose, à des blocages, à une certaine paralysie. Les gens n'osent plus rien faire, mais en plus ça ne fonctionne pas. Le contrôle est impossible. On ne peut pas y arriver. On le voit bien en URSS. Il y avait un contrôle extrêmement serré du temps de l'URSS. Et pourtant, on a des recueils de 200 pages de blagues russes de l'époque. Je pense que tout le monde les a vus. Et donc, bien sûr qu'ils contrôlaient tout, mais en vérité, ils contrôlaient rien finalement. Ils contrôlaient en apparence les faits et gestes, mais c'est vraiment une utopie. Ceci dit, aujourd'hui, avec l'informatique, en effet, on y arrive quand même un petit peu mieux, certainement. Et plutôt, ce qui est plus grave, c'est qu'on contrôle les esprits, mais en les influençant, non pas en les contrôlant directement. Oui, ça, c'est la manipulation. Et vous avez des maîtres essarts en la matière, entre autres Chomsky, qui est un linguiste. Et on a lu à ce micro, il y a quelque temps, une page de cours de l'ENA, où il expliquait comment faire admettre le contraire de ce qu'on pense une population. Et regardez comment on est passé du Pax, ses promoteurs disaient non, pas question du mariage, non. On est arrivé maintenant au mariage pour tous, PMA, GPA, non, pas de mère porteuse. Mais c'est dans la logique. C'est évident. Évidemment. Hein, bien sûr. Et quel est le statut, au fond, de l'homme dans le droit actuel? Bonne question, croyez pas? C'est considéré sur la place, c'est normal, vraiment. Mais si, un matériau. Oui. Un matériau. Mettons que demain, vous avez un accident de voiture. Grave. À moins que vous ayez fait un testament précis. Les organes. Ben oui. Vous êtes à la libre disposition du marché. De toute façon, dans nos sociétés, il y a quelque chose que nous avons perdu qui est assez fondamental, là, ça fait 2 générations, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus d'hommage aux morts, les enterrements, ça passe très vite, ça disparaît. Il me semble que c'est quand même ce qui caractérise l'être humain, c'est justement le culte rendu aux morts. Oui, ça considéré depuis l'Antiquité, et ça aussi, comment il s'appelle, Cuchet, dans son livre Comment l'Europe a cessé d'être chrétienne, met bien le doigt là-dessus, le bouleversement des rites funéraires. Oui. Qui n'était pas déjà exclusivement, qui existait même avant le christianisme, oui, bien entendu. Et dans toutes les civilisations, pratiquement, il n'y a que maintenant que... Estompé, oui. en espérant que la conscience pourrait être greffée sur un ordinateur dans quelque temps et l'homme jouira une sorte d'immortalité. Mais c'est le rêve de certains transhumanistes. Oui, c'est aussi la base de l'euthanasie, etc. Oui, mais alors, question dérive du droit. Est-ce que le droit est un rapport de force à un moment donné de l'histoire ou repose sur des grands principes? On n'a qu'à reprendre les dialogues de Platon. Oui. Mais même ceux qui s'opposent au mariage pour tous, même ceux qui s'opposent à l'avortement ou la PMA, toutes les dérives qu'on pourrait imaginer, on peut en imaginer bien d'autres, serait-il prêt à revenir à une conception classique du droit? Pas sûr. Vous voyez, un fondement transcendantal au droit. Écoutez, on a bien vu un certain monsieur Chirac rappeler que non à la loi morale qui le passe la loi, non à la loi morale qui le passe la loi des hommes. Donc ça c'est tout à fait, bon, du moins sur une culture classique, Crayon et Antigone qui se dresse au nom de la loi de la conscience. Mais est-ce qu'on est prêt à reprendre des notions du juste et de l'injuste? Alors, il y a, disons, la jurisprudence,
pour moduler les peines, et ainsi de suite. Alors, ce qui est très amusant, que à la Révolution française, pendant un certain temps, on avait des peines, non pas planchées, mais des telles fautes, telle peine. Et la jurisprudence était écartée, justement, au nom d'une vision révolutionnaire de l'homme. Oui. Parce que, vous voyez, on peut se lamenter sur telle et telle dérive. Oui, ce sont des dérives. Enfin, bon, pour avoir fait du droit, justement, c'est une question qui m'intéresse. Mais je pense qu'il y a une disparition enfin, l'idée de sanction est devenue quasiment péjorative. Je me souviens d'avoir suivi les débats sur la peine de mort avec Badinter, d'avoir lu avec attention ce qu'il disait. Et que la peine de mort soit inhumaine, on peut en discuter en effet. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est la sanction qui est devenue inhumaine. C'est ça. Il y a certaines... C'est la société qui est coupable. Donc on est allé beaucoup plus loin que Victor Hugo. Il y a une réflexion très intéressante, je trouve, dans Baudelaire, dans ses carnets intimes, où il reprend la justification classique, qu'on trouve chez Platon, chez Aristote, chez saint Thomas, la peine de mort, rétablir le déséquilibre social. Ensuite, l'exemplarité, alors ça on peut en discuter à perte de vue. Et enfin, rappelle Baudelaire, permettre au racheté de retrouver sa dignité. Encore faut-il que la société croit en quelque chose. Hein, vous croyez honnêtement, mettons que vous êtes pour la peine de mort. Très bien, je ne vous juge pas, et en plus je ne suis pas juge. C'est votre opinion, dira non. Mais est-ce que vous croyez que notre société est digne de prononcer une peine de mort? Ah, question terrible. Vous voyez, c'est très facile d'agiter des foules en disant oui, on va rétablir la peine de mort. La même société qui pratique l'avortement? Ah, problème. L'euthanasie, oui. Oui, ce qu'on peut dire sur cette société qu'elle a aboli la peine de mort pour les criminels, mais pas pour ni les embryons, ni les vieillards, Oui. ni les malades, Je handicapés. Je reviens quand même à cette idée de... Comme la sanction est inhumaine, parce que c'est la Cour européenne de droits de l'homme qui l'a dit. Donc c'est quand même... C'est gravissime, parce que... Comment faire tenir une société s'il n'y a pas de sanction? C'est pas... C'est impossible. S'il y a l'impunité, ben, tout de suite on rentre dans ce que je disais tout à l'heure, on devient un État failli, c'est tout. Ben, écoutez, si on s'attaque à la famille, et on l'a fait depuis très longtemps, hein, on n'a qu'à regarder l'évolution du droit de la famille, et certaines évolutions, on peut les justifier. Par exemple, comment il s'appelle c'était Charbonnier? Non, le ministre de la Justice... Sous De Gaulle. C'est un grand juriste d'ailleurs, qui a donné les mêmes droits aux enfants légitimes qu'aux bâtards. Bon. Ben, à la limite, ça peut ne pas choquer. Et oui, c'était Maître Carbonnier. le doyen Carbonnier. Oui, il a été ministre. Mais il le dit après, une de ses raisons, et je n'ai rien contre les protestants. Mais il dit, c'était pour casser la famille catholique. Bon. Alors, on regarde X années après, 30 ans après, le taux de divorce ou de mœurs bizarroïdes, c'est vraiment partagé dans tous les milieux de la société. Donc on voit très bien qu'une société qui est en train de basculer, de s'atomiser, de s'effondrer. Bon, jusqu'aux années 70, on peut dire que le rôle de tout le monde, c'était la transmission. Et la famille, c'était la transmission. On est dans une société où il n'y a plus rien à transmettre, puisque tout ce qui est ancien est ringard, que c'est les jeunes qui ont raison, on le voit avec Greta Thunberg, par exemple, c'est les enfants qui décident. Donc si on n'a rien à transmettre, ben, à quoi sert la famille, finalement? Mais non seulement ça, le but de l'école n'est plus de transmettre des savoirs, mais au fond d'occuper l'enfant. Oui, d'occuper. Avec une pédagogie, il faut qu'il découvre, donc pluridisciplinarité, bon, à la limite, pourquoi pas en faculté, hein, mais à un lycée. Oui, là encore la notion
restriction de liberté du professeur. Il faut qu'il prépare ses cours avec d'autres collègues. C'est le meilleur moyen de se surveiller mutuellement. Bon. Quand on regarde certains livres périscolaires, parascolaires, mais autant même de Pompidou, ces livres-là tombaient sous le coup des doigts. Hein. Rappelez-vous les tracts du docteur Carpentier. Si ça vous dit quelque chose. Il distribuait des tracts de sortie des lycées, expliquant toutes les perversions possibles et imaginables. Bon, lycéen. Bon. Et ça n'a pas duré trop longtemps. Bon, aujourd'hui, c'est dans les manuels. Quel progrès. Oui, et c'est là justement la justice et sa mise en œuvre, son respect est profondément variable. Enfin, c'est très choquant de voir l'évolution de ce qu'on appelle un crime ou un délit sur 50 ans ou sur 100 ans. Enfin, ça a complètement changé complètement changé. On a quand même eu, Oscar Wilde a quand même été condamné à la prison pour homosexualité. Oui, ou l'affaire Russier, n'allons pas plus loin. Oui, à quoi je peux penser. Il y en a d'autres qui ont bien réussi, ils ne se sont pas suicidés, bien au contraire. Bon, laissons ça de côté. Non, mais bon. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent comme dit l'Évangile. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est une société qui, en képi et en chape, est en train de se détruire. Parce que imaginez que vous soyez président d'une cour d'appel, qu'est-ce que vous pouvez? C'est un système qui a sa cohérence. Alors, vous voyez, là, on réunit toutes sortes d'agitations à propos de ces pauvres femmes qui sont tuées par leurs conjoints. Là aussi, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Qu'il y ait eu des crimes passionnels au cours de l'histoire, oui. Mais pas une violence bestiale. Je pense que c'est un phénomène récent. Féminicide, oui, le terme employé, enfin, voilà, le terme assez extraordinaire. Elle n'est pas tuée parce que femme, elle est tuée par son compagnon de vie. Oui, voilà. Hein, j'ai envie de dire aujourd'hui, quand un couple se forme, l'homme propose, mais la femme dispose. Donc il y a quand même des choix, peut-être un peu, il faut peut-être faire un peu plus attention pour elle, mais ça a toujours existé, je pense. Par contre, le terme féminicide me choque parce que c'est, une fois de plus, on est dans la victimisation. Je pense qu'aujourd'hui, à une époque, il fallait être un battant, genre Bernard Tapie. Aujourd'hui, il faut être une victime. Les femmes sont des victimes. Mais disons, les étrangers sont des victimes. C'est l'inversion des valeurs. Voilà. Oui, j'invite nos auditeurs à relire Nietzsche, le mythe de la tarentule. Hein, t'as pas honte de te porter bien, d'être en bonne santé, comme ça. Et vous voyez, c'est amusant. Des fois, on voit des blancs, et je ne suis pas du tout raciste, j'ai des amis noirs de différents pays, mais qui jouent à l'arabe ou au noir, qui parlent leur accent. C'est grotesque. C'est grotesque. Mais quand même, enfin, cette victimisation, ce statut de victime pour tout le monde, ça va, c'est cohérent d'ailleurs avec des droits pour tout le monde, avec des désirs pour tout le monde d'ailleurs. Tout cela, c'est finalement le monde de l'enfance d'ailleurs. On infantilise la population. On est toujours victime. Tout le monde veut être une victime. Oui, je pense par exemple. Un des traits de notre société, c'est le côté narcissique. Le narcissisme. Mais justement, je voulais poursuivre là-dessus parce que les femmes doivent être des victimes. Tout le monde veut être une victime. Je pense à Yann Moix. C'est quelque chose. Finalement, toute cette histoire qu'il a inventée d'enfants battus, c'est parce qu'il voulait avoir aussi son statut de victime et pouvoir comme ça être agressif. Si on est une victime, on a le droit d'être agressif. Oui. Seule la victime est valorisée. Voilà, bien sûr. On arrive bientôt à la fin de l'émission, ça va passer très vite. Est-ce que vous auriez quelques points à aborder? Non, si peut-être. Oui. Juste, ça n'a peut-être pas de rapport. C'est quelque chose qui m'a surpris.
C'est pareil dans deux défenses, le site de Défensa le 27 août. On pourrait presque penser à Marie-Madeleine. Ça s'appelle du porno souterrain. À Las Vegas, comme dans toutes les grandes villes américaines, il y a des souterrains, des parkings souterrains, des vieux tunnels où vivent des tas de gens sans logis. Ce sont des endroits extrêmement violents. Il y a eu une enquête télévisuelle et ils ont découvert parmi ces gens qui vivaient là-dedans une ancienne actrice porno, pas très vieille, 40 ans. Ce que disait le journaliste, il disait que elle était encore très populaire, il y avait 135 millions de vues, je crois, quelque chose comme ça. Et elle vivait parmi eux. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle ne souhaitait pas remonter à la surface. Elle préférait rester parmi ces gens qu'elle trouvait solidaires, qu'elle trouvait plus vrais que ce qu'elle avait connu auparavant. Parce qu'il y avait une quête pour elle, pour essayer de lui trouver une maison. Elle ne le souhaitait pas. Il y en a d'autres qui sont même devenus ministres. Grâce à leurs écrits. J'avais trouvé ça assez touchant et assez... qui parle de notre époque et finalement d'une certaine forme de dégoût. De dégoût, voilà, de dégoût et de... Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je vous dis, chers amis, à très bientôt pour une prochaine émission.